Bienvenue et bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Madame Suzette Sandeau, une personnalité bien connue des médias et donc des romans. Elle était conseillère nationale. Elle est actuellement chroniqueuse dans l'émission Les Beaux Parleurs de la RTS. Bonjour Madame Sandeau. Bonjour cher monsieur, quel plaisir de vous voir. Merci. Nous commençons cette nouvelle série d'émissions. Et puis on enregistre l'émission le jeudi 26 octobre 2023. Les résultats des élections fédérales sont bien connus. On voit une assez claire victoire de l'UDC en gagnant plusieurs sièges à Berne. On parle ici du national. Le PLR sauve les meubles. Le centre fait assez bien. Pour les partis de gauche, les Verts perdent beaucoup de plumes et les socialistes gagnent très légèrement. Ma première question, c'est comment est-ce que vous analysez ces résultats d'une Suisse, on peut dire, assez conservatrice, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est particulièrement conservateur ou si ça n'est pas l'indication qu'on en a un tout petit peu assez de la moralisation que les Verts nous imposent depuis maintenant quelques années. Ça, c'est le côté le plus pénible parce que l'aspect maîtresse d'école est vraiment insupportable. Et je connais bien des personnes qui auraient tout à fait une sensibilité écologique, mais qui ne supportent plus du tout ce ton moralisateur et prêchi-prêcha. Et pour moi, c'est peut-être la première cause de cette perte de la vague verte. Les socialistes n'ont pas cette même tendance, je dirais. Ils se sont rendus compte d'ailleurs qu'il valait mieux l'éviter. Et puis, bon, l'UDC a incontestablement l'avantage d'une ligne relativement ferme. On sait où elle va. On peut être d'accord, on peut n'être pas d'accord, mais on sait où elle va. Malheureusement, le PLR n'est pas toujours très clair dans sa ligne. Quant au centre, pour moi, c'est un point. Donc, le centre est, pour un cercle, ma foi, juste un point. Alors, je n'ai jamais très bien su quel était son programme. Est-ce que j'ai répondu en Oui, c'est partie à vrai que votre question? Je vous coupe, oui. Oui, bien sûr, mais justement, est-ce que vous vous réjouissez d'une victoire de l'UDC, peut-être justement par rapport à cette gauche incarnée par les Verts, moralisatrice? Vous avez un petit peu commenté, mais peut-être parler un peu de l'UDC, de votre vision de ce parti. Écoutez, en fait, je reconnais qu'il y a un certain nombre d'avis et d'opinions de l'UDC que je partage pleinement, mais qui étaient autrefois aussi des opinions libérales. Je suis libérale vaudoise, je resterai libérale vaudoise, et je n'ai pas pu tomber dans la fusion PLR, et je ne suis pas non plus transfuge, donc je ne vais jamais entrer dans un autre parti, hein. Je crois que je serai fidèle à celui auquel je ne peux plus appartenir parce il n'existe plus. En ce qui concerne l'UDC, je lui reprocherai de temps en temps, d'être peu fédéraliste, ça m'ennuie, elle n'est pas très fédéraliste, et puis de s'organiser avec la gauche pour faire passer ou empêcher de passer certaines choses. Je ne sais pas toujours très bien ce que cela recouvre, si c'est seulement une manœuvre électorale ou si ça correspond à une vraie option. Pour le PLR, encore une fois sur deux, je ne sais pas véritablement quel est le but qu'il poursuit ni quelle est la ligne qu'il suit. Donc, et puis, il faut le dire que l'UDC correspond dans le canton de Vaud à ce qui était l'ancien PAI. Et le parti agrarien et indépendant était le parti des agriculteurs, souvent beaucoup. Il y avait beaucoup d'agriculteurs radicaux et d'agriculteurs libéraux aussi. C'est vrai qu'on trouvait les trois partis bien importants et influents dans la campagne vaudoise. Donc, je suis rassurée par les racines paysannes de l'UDC, incontestablement. Et je crois que les paysans représentent une population saine et que par conséquent, on devrait un peu moins, ce que font les Verts, leur taper dessus. Et ça, c'est aussi un aspect qui a certainement contribué à leur perte d'influence.
Ils ont dit souvent tellement de mal des paysans, comme s'ils étaient les gros pollueurs, les gros, comment dirais-je, destructeurs d'animaux, enfin, ou faisant souffrir tous les animaux. Et je pense que ça leur a beaucoup nui. Ayant de la famille à la campagne et qui a des fermes, je vois bien de quelle manière ils s'occupent de leurs animaux, de quelle manière ils les aiment, et même si en fin de compte ils les mangent. Mais il y a un rapport avec l'animal qui est un rapport normal. Voilà quelques réponses peut-être à votre question, mais je ne sais pas si ça vous suffit. Non, bien sûr, c'est intéressant. Et puis on peut noter que beaucoup d'élus de l'UDC à Berne sont du monde agricole, Précisément, donc dans le canton précisément. de Vaud. Oui. Et ça, voyez-vous, je crois aussi que la terre est la meilleure protection contre la violence, parce qu'on n'a pas envie de détruire sa terre ni de la faire détruire. Et je pense qu'un pays qui a encore une forte population paysanne est probablement un pays qui est beaucoup moins tenté de faire la guerre ailleurs. Et ça, et puis les paysans, chez nous en tous les cas, c'est évidemment une conception suisse que j'ai de la paysannerie. Nous n'avons pas les grandes terres et les grandes propriétés qu'il y a aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a beaucoup de place. Par conséquent, Oui. il est proche de tout ce qui touche à son outil de travail. Et c'est une petite et moyenne entreprise. Et les petites et moyennes entreprises sont probablement l'avenir de nos pays. Oui, merci pour ce commentaire. Euh, Effectivement, c'est aussi tous les concepts de bon sens. Il y a eu des blogs, des sites internet qui se sont développés aux États-Unis, et on en parlera. Le bon sens, c'est aussi un équilibre face au wokisme ambiant. Mais ça, restez avec nous parce on va aborder tout ça un peu plus tard. J'aimerais quand même vous poser une question. L'humour des beaux parleurs, est-ce que vous trouvez efficace pour faire passer vos messages? Comparé peut-être au blog que vous aviez au journal Le Temps, qui a été fermé, mais vous avez pendant longtemps écrit des articles. Et selon une analyse que j'ai faite sur Google, vous aviez le blog le plus lu du journal. Écoutez, c'est difficile de répondre parce que, pour ne rien vous cacher, je me préoccupe assez peu de, de l'image, du résultat. Euh, J'aime au fond le débat. J'aime le débat, j'aime euh, le, le jeu des idées. Par conséquent, le blog d'un côté qui me permettait de donner certaines opinions et qui entraînait parfois des réactions intéressantes. Les beaux-parleurs d'un autre côté où nous avons des opinions qui ne sont pas toujours identiques sont un enrichissement, je dirais, pour ma propre pensée. Dans quelle mesure est-ce qu'on a une influence? C'est probablement prétentieux. En revanche, si, parce que les uns ou les autres, on exprime une opinion qui n'est pas forcément celle qu'on entend tous les jours, si on arrive simplement à faire réfléchir, alors je pense qu'on atteint un résultat intéressant. C'est réfléchir, développer un esprit critique, et c'est une des choses qui manque le plus. L'esprit critique n'est pas systématiquement la critique et la démolition de tout. L'esprit critique, c'est la capacité de se demander s'il y a encore quelque chose d'autre que l'on peut penser. Oui. Alors, c'est fondamental. Et j'ai quelquefois le sentiment que la numérisation actuelle tue l'esprit critique par précisément le formatage des esprits qu'elle essaie d'assurer. Ça m'inquiète énormément, énormément. C'est un des effets très pernicieux de la numérisation au Oui. stade actuel. Alors, si Oui, il y a le l'école ne développe pas concept. énormément l'esprit critique, notamment par une formation humaniste, par une lecture, par énormément de littérature, de philosophie, de formation classique, si j'ose dire, si elle ne le fait pas, je ne sais pas du tout qui développera l'esprit critique. Alors, pour moi, aussi bien le blog, mais c'est prétentieux, que les beaux parleurs, mais là aussi c'est prétentieux, c'est une manière peut-être d'éveiller l'esprit critique. Et puis je suis très touchée
que l'on continue de m'inviter au Beau Parleur, puisque ça fait maintenant 10 ans, depuis le début de la création, que j'ai le plaisir d'y participer. J'ai mal répondu à votre Oui. question. Non, non, moi j'ai trouvé très bien. Excusez-moi, je ne demandais C'est pas vrai que une je vous demandais plus par rapport à l'humour. Si on peut peut-être faire passer des messages qui sont parfois autant efficaces que d'être directs. Je vous dis ça parce qu'il y a eu des projets aux États-Unis qui ont été montés contre le wokisme avec des humoristes. Et pour certains, notamment des gens qui me conseillent dans les médias, parfois on peut faire très bien passer des idées grâce à l'humour. Alors, je suis ravie que vous posiez la question parce que je crois que c'est une des grandes qualités des beaux-parleurs, c'est qu'au fond, grâce à la construction même de l'émission, qui débute par un texte d'un humoriste, bon, on peut aimer ou ne pas aimer dans certains cas, mais néanmoins donne l'idée qu'on ne va pas se prendre trop au sérieux et que l'on peut essayer d'avoir un peu de recul. L'humour est une garantie de recul. Et par conséquent, le recul permettra toujours d'avoir un meilleur esprit critique sans haine. L'humour est D'accord. probablement une des meilleures protections contre la haine aussi, parce qu'au fond, si l'on arrive à rire de soi-même d'abord, ce qui n'est pas forcément facile, et en plus de certaines situations où il y a un petit aspect comique, sans se moquer de la personne, je pense qu'on peut prendre une distance qui assure une sérénité dans la réflexion. Pour moi, l'humour est absolument fondamental pour amener à la sérénité dans la réflexion. Et sans humour, on meurt. D'ailleurs, vous savez, Oui, oui. j'ai une conviction, c'est que Dieu a de l'humour. La preuve, s'il n'en avait pas, il serait mort. Donc vous voyez, la preuve Mhm. est absolue. Oui. L'humour, c'est un petit peu la flamme de vie. Oui, puis il me semble aussi que Désolé de vous couper, il me semble aussi que les terroristes n'ont pas d'humour. Parce que justement, ils prennent, souvent c'est lié à un fanatisme religieux, ils n'arrivent pas à prendre un tout petit peu de recul. Donc, Mais vous savez, il n'y a pas que les fanatiques qui n'aient pas d'humour. C'est ça le problème. D'ailleurs, au fond, je dirais que toute étroitesse d'esprit et conviction qu'il n'y a qu'une seule ligne absolue, qu'une seule manière de faire ceci, euh, et qui tue l'humour, ben, entraîne la violence, entraîne la haine de l'autre, le mépris, etc. L'humour est une sorte de, de liquéfiant que l'on glisse pardon, dans les articulations, ou d'huile, c'est l'huilage des articulations. Mais, mais bon, les terroristes n'en ont pas, mais ils ne sont pas, encore une fois, les seuls à ne pas en avoir. Il y a des personnes qui ne sont pas terroristes et qui d'accord. n'ont pas beaucoup d'humour. Je les plains d'ailleurs, mais c'est plus facile d'avoir de l'humour, il faut quand même le dire aussi, quand on a de la chance dans la vie, peut-être que quand on n'en a pas. Oui. Mais j'admire certaines personnes qui sont capables d'avoir de l'humour quand bien même elles sont elles-mêmes dans une situation qui n'est pas du tout facile, soit physique, soit financière peut-être, etc. Oui. On retient peut-être que l'humour est une valeur libérale. On en parlera peut-être plus tard du libéralisme, Mais en vous savez, préparant je trouve que ce l'émission n'est pas justement. juste de dire c'est une valeur libérale, c'est une valeur humaine. C'est vraiment, je crois que nous sommes aussi faits pour être capables d'humour, parce que le rire, c'est aussi la vie. Et puis nous sommes Mhm. faits pour vivre. Oui. Je reviens à une question un petit peu plus terre-à-terre, politique. Que pensez-vous justement du résultat des élections nationales dans les cantons de Vaud et Genève, probablement d'où vient notre audience en grande partie. Euh, le MCG à Genève a fait très fort avec la locomotive Mauropodia, qui est un petit peu surpris, en tout cas moi ça m'a beaucoup surpris parce qu'il n'est pas dans un grand parti national. Est-ce que vous avez une leçon à tirer de ce succès impressionnant pour Conseil des États, si je ne fais erreur? Vous savez, je crois que quand dans un parti il y a une tête forte, ça va incontestablement
frapper et probablement profiter à ce parti parce que un certain nombre de personnes seront fascinées peut-être ou peut-être attirées même par cette tête forte et vont assimiler l'ensemble du parti à cette personnalité dominante. Et incontestablement, Monsieur Poggia, ou si je pense dans le canton de Vaud pour le Parti socialiste, et je pense que là aussi ça a joué un rôle incontestablement par rapport au succès du Parti socialiste. Et ça a joué même peut-être un rôle au-delà du canton de Vaud. C'est D'accord. merveilleux d'avoir de temps en temps des têtes fortes. Et c'est vrai que nous en avons eu de magnifiques au Parti libéral. Et qu'en ce moment, on n'en a pas. Et qu'en Ok. ce moment, ben disons, dans les Verts, je ne trouve personne. Dans les Verts libéraux non plus. Alors le centre a l'avantage d'avoir Monsieur Pfister, qui en tout cas est très aimé des médias, parce qu'on l'a beaucoup fait intervenir. Et je dépasse un peu le cadre de votre question, excusez-moi, mais c'est un peu pour Non, mais en fait, concrétiser. si c'est possible, Pardon? je vais juste la reposer. Comme ça, vous pouvez directement répondre aussi, Monsieur Maillard, si vous voulez. Mais on coupera tout. Donc, je fais juste... D'accord. désolé, j'aurais dû vous aider pour Monsieur Maillard. Donc, je mets un truc comme ça pour coupera. Tac. Merci. Alors, et dans les cantons de Vaud et Genève, on pense... Je vais refaire, parce que l'autre question, c'était comme ça. Euh, je vais revenir à une question un peu plus politique. Dans les cantons de Vaud et Genève, on pense que notre audience vient surtout des deux grands cantons romans, sans bien sûr manquer de respect pour les cantons les plus petits. On voit à Genève le MCG qui fait très fort avec la locomotive Moro-Poggia. J'aurais voulu voir votre commentaire et avis sur ce succès assez impressionnant. Ben, précisément, si vous voulez, je pense qu'un parti politique a un intérêt à avoir une tête très forte. Et incontestablement, Monsieur Poggia est un homme fort. On lui a beaucoup donné la parole pendant la pandémie. Et il a frappé par sa fermeté, sa conviction. Personnellement, j'ai trouvé extrêmement pénible parce qu'il avait l'air d'être plutôt dictateur qu'autre chose. Mais encore une fois, il avait l'air d'être un homme fort. Et c'est un homme fort, je crois qu'il n'a pas seulement l'air. Donc un parti qui a un homme fort va attirer probablement un certain nombre de personnes parce on recherche, surtout en cette période très troublée, des chefs, entre guillemets. Et il donne le sentiment de pouvoir être un chef, même si on n'apprécie pas l'aspect chef dictatorial, ce qui est mon cas, mais je ne suis pas à Genève. Par conséquent, je suis soulagée de cette obligation d'élire à Genève. Alors voilà Voilà, ouais. pour la réponse à Monsieur Poggia, concernant Monsieur Poggia. Et puis je pense qu'en effet, un parti politique a vraiment intérêt à avoir une ou deux personnalités vraiment marquantes. Nous l'avons eu encore une fois au Parti libéral, et je pense que le canton de Vaud a pour le Parti socialiste une personnalité forte avec Monsieur Maillard, et on voit tout de suite, c'est un avantage, parce Mhm. que on pensera immédiatement à cette personne et on va au fond peut-être être attiré par la liste sur laquelle son nom figure. Il y a incontestablement un élément entraînant pour un parti politique s'il a une ou deux personnalités frappantes. Je n'en connais pas, enfin je n'y pense pas chez les Verts, je n'y pense pas chez les Verts libéraux, je n'y pense pas au PLR. Et puis le centre, bon, à Monsieur Pfister, qui est souvent qui est un peu le chéri des médias, hein, on l'a beaucoup aimé, surtout pendant sur les questions de neutralité, sur les questions d'armes à remettre à l'Ukraine, etc., parce que tout à coup, il faisait battre la fibre sentimentale. Voilà, ouais. Parlons du centre. Si vous, si vous étiez une conseillère de l'ancien PDC, vous auriez gardé le nom PDC avec le terme chrétien Non, ou vous certainement pas. pensez que c'était une bonne Je pense stratégie? que le terme de chrétien ne doit pas être galvaudé en politique. On ne peut pas réclamer Dieu pour soi en politique. Et j'ai toujours déploré que le PDC ait le nom de chrétien. Euh,
beaucoup de représentants du parti PDC de l'époque étaient des personnes d'ailleurs extrêmement intéressantes de droite, etc. Je me rappelle avoir eu beaucoup de plaisir à les fréquenter quand j'étais au Conseil national, mais en revanche, j'ai toujours déploré que l'on puisse donner à un parti politique une appellation évoquant la religion. Je crois que se réclamer de la religion pour une action politique est une erreur. C'est la meilleure manière de trahir Oui. le message chrétien, notamment, mais même le message dans l'islam, le message chez les juifs. Je pense que toutes les fois que l'on récupère Dieu pour un message politique, on trahit la religion dont on récupère le Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Oui, puis un petit commentaire, si j'ose me permettre. Quand un parti est explicitement chrétien dans le nom, on peut penser justement à l'ancien PDC, au parti évangélique, c'est peut-être plus difficile de recruter des gens parce qu'ils se disent « Ah, si je ne suis pas parfait, je ne peux pas être dans un parti chrétien. » Donc il y a peut-être aussi ce problème-là voilà, on n'est pas parfait. Vous touchez Peut-être du c'est doigt, plus dur aussi. c'est très intéressant, vous touchez du doigt la problématique. On n'est pas parfait parce qu'on est dans un parti qui s'appelle chrétien ou islam ou n'importe. On n'est jamais parfait. Par conséquent, c'est au fond un défaut supplémentaire que de s'imaginer que parce qu'on est membre d'un parti qui porterait une appellation chrétienne, alors on est parfait. Et de se dire que si on peut pas y entrer parce qu'on n'est pas parfait. Mais quelle horreur! C'est vraiment alors un défaut énorme qui serait lié à une appellation religieuse liée à un parti. Je pense que c'est la pire des choses. Parce qu'on croit qu'on a la vérité avec un grand V. Alors, merci pour ce commentaire très intéressant sur l'ex-PDC, le centre. Et parlons justement un peu de l'armée et du département de Madame Amert en ces temps troubles avec plusieurs guerres dans le monde. Une question que je me pose, c'est est-ce que en Suisse, on est prêt si un jour il y a une guerre ou un conflit qu'on ne souhaite pas? Et parce qu'on doit le dire, ces 2 dernières années, avec bien sûr la guerre en Ukraine et en Israël, Palestine, Gaza, vraiment il y a eu un changement de paradigme en Europe. Quelle est votre vision sur l'armée suisse, son rôle? Alors, vous savez, il y a une première question que je me pose. Est-ce que l'on serait encore assez patriote pour défendre son pays au risque de sa vie? Quand on voit tout le mal que l'on dit constamment du pays. J'ai lu sur les blogs mais des propos horribles sur le pays. Et évidemment, on est tous des vendus si on est à droite ou si on n'est pas, disons, absolument en train de vendre sa chemise et tout. Mais c'est très inquiétant. La Suisse, dans son propre pays, est constamment insultée. Et on continue de considérer qu'elle a été affreuse pendant la dernière guerre. Ça, c'est juste une première réponse, si vous voulez. Ça, c'est mon inquiétude. Alors, d'un côté, on peut toujours espérer qu'au moment d'un danger, il y a comme une sorte de sursaut de goût de survie et que, bref, ça peut développer une envie de défendre son pays. Mais pour défendre un pays, on a besoin de l'aimer et d'aimer la communauté dont on fait partie. Je crois que ça, c'est fondamental. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas les erreurs qu'il a faites et qu'on ne doit pas voir celles qu'il pourrait encore éviter. En ce qui concerne la défense, la capacité de défendre, je crains bien qu'il ne faille sérieusement reprendre les choses en main pour que notre armée soit suffisamment formée, d'une part, toujours armée de milices, hein, c'est évidemment pour moi la seule véritable justification d'une armée, en particulier quand c'est une armée purement défensive dans un pays neutre. Et seule la milice peut véritablement à un certain moment défendre la terre sur laquelle elle vit et à qui elle doit tout en fait. Alors, calculer un pourcentage par rapport au produit intérieur brut, ça, je trouve pas intéressant parce que ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a des montants suffisants
pour que l'armée puisse être dans un état permettant de se défendre. Et notamment permettant, quand on n'est pas en guerre, ce que Dieu merci, ce qui Dieu merci est encore le cas, ben permettant de faire des cours de répétition qui servent à quelque chose, et pas des cours de répétition dans lesquels on va seulement tasser des pistes de neige, des cours de répétition dans lesquels on ne vous dit pas seulement non, on fait des tirs factices parce il faut pas dépenser de munitions, etc. Là, je crois qu'il y a un gros problème par rapport à la crédibilité des cours de répétition, des écoles de recrues peut-être. Comme toujours, vous avez des chefs merveilleux, vous avez des personnes dévouées, et patriotes au sens positif du terme, puisqu'encore une fois, la patrie est une terre, à la différence de la nation qui est souvent messianique, et ça c'est très inquiétant, le côté nation, à cause de ça. La patrie, non, c'est une terre, on la défend, on l'aime, on défend ce qu'on aime. Mais je crains fort qu'il ne faille prendre très sérieusement en main l'étude de ce qui doit être fait maintenant pour que l'armée redevienne crédible. Et c'est vrai que malheureusement, les guerres qui nous entourent ont peut-être permis de prendre conscience de la nécessité d'être prêt, même quand apparemment il n'y a pas trop de danger immédiat. Pour moi, j'avoue, il y a deux choses qui doivent être excellentes et si possible inutiles. C'est une assurance maladie et une armée. Excellent, mais si possible inutile. On souhaite toujours n'avoir besoin ni de son assurance maladie, ni de son armée. Voilà. Ouais. Là, c'était le côté humoristique. Mais on va parler dans la prochaine question des assurances maladie. Donc, bravo. Bravo. J'aimerais juste revenir sur l'armée. Je trouve intéressant si je me permets un commentaire. Oui. En fait, vous êtes plutôt dans le qualitatif que dans le quantitatif. Parce que si on cite quelques chiffres, au PIB suisse, 800 milliards de francs, on consacre 5,5 milliards, un petit peu moins d'1%. Par comparaison, Israël est à 6%. Vous me direz, on ne peut jamais comparer la Suisse à Israël, même si la population est similaire. Donc votre réflexion, c'est qu'il ne suffit pas parfois d'augmenter les crédits pour l'armée, il faudrait aussi voir un petit peu l'efficacité. Parce que c'est vrai que c'est assez facile, j'imagine, le national, et bon, on passe à 8 milliards, mais on ne regarde pas ce qu'il y a dans ces 8 milliards, en fait. En fait, c'est pour ça que je trouve que quelquefois, on peut trop vite considérer que des chiffres sont tabous, alors que ce qui est évidemment intéressant, c'est de savoir si c'est efficacement dépensé. Voilà. Et si c'est efficacement affecté au but poursuivi. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas comparer, vous l'avez dit vous-même, les dépenses militaires dans l'État d'Israël ou la Suisse. D'abord, nous avons une armée de milices, et de ce fait, elle coûte moins cher. C'est vrai que quand vous avez une armée professionnelle, elle coûte très cher. Hein. Elle coûte très cher. D'accord. Et en plus, il faut l'occuper. Ça, c'est le côté très préoccupant de l'armée professionnelle. Il faut l'occuper. Et on voit bien que certains États qui ont des armées professionnelles sont vite tentés d'être les gendarmes du monde. Je ne dirai rien de plus. Si j'ai répondu à votre question. J'assume, on peut penser aux États-Unis, à la France. Effectivement, c'est une bonne réflexion. Je pense que on a tous envie de travailler. Donc, quand on est militaire, c'est peut-être un peu cynique, mais on a parfois envie aussi de travailler. D'ailleurs, comme disait, pardonnez-moi, mon frère qui était officier de carrière, eh bien, si la guerre ne dépendait que des militaires de profession, si on ne l'utilisait pas politiquement, il n'y aurait peut-être pas de guerre. Parce que les vrais militaires savent ce que ça représente comme souffrance. Et je crois que c'est pas si faux. Ouais. Mais malheureusement, les armées professionnelles sont utilisées à des fins politiques. En dehors de l'armée défensive, l'armée est un moyen politique. Et c'est ça qui est inquiétant aussi. Oui. Et comme pays neutre, j'aimerais qu'on dise clairement qu'on a une neutralité armée. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit entrer dans l'OTAN. Surtout pas. L'OTAN est au fond, à mon avis, presque conçue comme une défense militaire active professionnelle. C'est gênant, c'est gênant. C'est totalement incompatible avec notre conception d'une armée défensive. D'accord. Merci pour ces explications très claires.
Passons maintenant aux primes d'assurance maladie, qui est, semble-t-il, selon les sondages, la principale préoccupation, qui vont être très élevées pour 2024. Alors c'est vrai qu'il y a d'importantes différences dans les cantons, parce que certains cantons, ils ont des boucliers par rapport au salaire. Mais peut-être commençons par le canton de Vaud, mais aussi au niveau suisse. Quel est votre avis? Puis on va travailler un petit peu cette question essentielle pour la classe moyenne suisse. Mais écoutez, c'est vrai qu'elles sont très lourdes, il n'y a aucun doute. Alors, on n'arrête pas de dire, et je ne suis heureusement pas en mesure de le vérifier parce que j'ai la chance d'avoir une très bonne santé, qu'on a les meilleurs hôpitaux, les meilleurs moyens de se soigner du monde pratiquement, et j'en félicite tous ceux qui y contribuent et je m'en réjouis, mais je suis pas tout à fait sûre que ça soit toujours exact, et je ne suis pas sûre que nous n'ayons pas une médecine à deux vitesses, hein. Et je ne suis pas sûre non plus que les primes reflètent forcément le vrai coût de la médecine. Parce que si on regarde autour de soi, on constate quand même qu'il y a énormément de distribution de médicaments dont on n'est pas certain qu'ils soient toujours nécessaires et dont on sait qu'en principe, les démarcheurs des pharma incitent les médecins à prescrire tout de suite de gros emballages plutôt que des petits pour essayer. Et puis, il y a malheureusement, et c'est peut-être dû au manque de personnel, mais il y a malheureusement un gaspillage de répétition, de contrôle, de vérification dans des machines extraordinaires, parce qu'on perd des dossiers, parce que le médecin qui devait envoyer tout de suite le résultat d'une analyse ou que sais-je est justement en vacances, alors on ne l'a pas, alors on la refait. Je viens d'entendre des récits de ce genre d'amis qui avaient vécu cela. Et il y a peut-être un énorme gaspillage de ce côté-là dont il ne serait pas mauvais de se soucier. Mais comment? Je ne sais pas. Alors on vous dit, ah, si on avait le dossier électronique du patient, ça irait beaucoup mieux. Indépendamment même de la protection des droits de la personnalité, des données strictement personnelles et sensibles, je ne suis pas du tout sûre que le dossier électronique évite ce genre de choses, parce que, de surcroît, il y a pas mal d'erreurs dans les dossiers électroniques ou d'anciennes électroniques. Quand on voit déjà toutes les lettres que l'on reçoit qui sont tirées dans des secrétariats, il y a des modèles, n'est-ce pas? Et le nombre d'erreurs qu'il y a, l'erreur de date, parce qu'on a oublié de changer une date, n'est-ce pas? Vous êtes convoqué pour telle date, qui est la date de la réunion de l'année précédente. Vous avez votre adresse, Madame Machin, puis on commence par cher monsieur. Je reçois l'autre jour une missive d'une entreprise qui donne son adresse à telle rue 1032 Lausanne. Non, c'était pas 1032, c'est 1260. Enfin, rien à voir. Parce qu'en fait, elle a aussi une succursale ailleurs. Mais là, évidemment, on a tiré le modèle et on a mélangé les deux. Donc, le côté dossier électronique, indépendamment du risque que l'on court à cause des problèmes de cybersécurité, me laisse très songeuse. Et puis alors, il y a certainement une première manière de diminuer les primes, c'est d'arrêter le numerus clausus pour les médecins. C'est une aberration. On n'arrête pas de dire que si on avait plus de médecins, en particulier de médecins de famille, mais il manque, ils ne sont pas les seuls à manquer, mais il manque aussi, eh bien, probablement qu'on n'aurait pas besoin d'attendre si longtemps ou d'envoyer chez un autre médecin qui n'est pas tout de suite le bon, etc. Et pour ça, il faut supprimer le numerus clausus. C'est une aberration, le numerus clausus, qui est fédéral d'ailleurs. C'est pas la première aberration du côté de mesures peu compatibles avec la liberté et la responsabilité, c'est-à-dire centralisatrices. Voilà, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est intéressant l'idée du numerus clausus, parce qu'en Suisse, on n'aime pas trop parler des salaires, mais je crois qu'il y a eu des articles de Keystone ATS ou de M. Berset. Un médecin généraliste, il gagne bien sa vie, mais avec les impôts qu'il paye, il ne devient pas millionnaire, mais il a, on va dire, la classe moyenne supérieure. C'est évident que certains spécialistes ont des salaires beaucoup plus hauts, des fois 3 fois plus élevés. Alors moi, je suis pas contre aussi de ce côté un peu libéral que j'ai, des chirurgiens qui soient très bien payés. Mais c'est vrai que par exemple à Genève, on sait qu'il y a beaucoup de spécialistes, il y en a peut-être un peu trop
comparé aux généralistes. Donc il faudra peut-être un jour que le prochain ministre de la Santé ait le courage aussi de mettre le pied dans la fourmilière. Puis si j'ose encore un commentaire, après je vous laisserai parler. Moi je suis pharmacien et je lis, je veux dire, passablement d'articles sur le sujet. Et puis il y avait un article dans The Economist il y a quelques mois qui disait que les exportations de médicaments en Suisse s'élevaient à plus de 100 milliards de dollars par année. On est juste derrière l'Allemagne à 120 milliards. Donc, au fait, l'industrie pharmaceutique en Suisse est très, très puissante. On connaît bien sûr Roche, Novartis, ou même des biopharma à Lausanne. Et il y a une théorie qui circule, qui je trouve intéressante, c'est qu'en fait, les prix des médicaments en Suisse doivent toujours être très élevés, parce qu'après, la France, elle va copier les prix, et puis elle va être un peu moins chère. Mais si on met en Suisse un prix de médicaments bas, bah en France, ils vont mettre encore plus bas. Donc en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'équilibre. Et je me demande des fois si on n'est pas en train de sacrifier la classe moyenne pour le lobby Big Pharma, qui, à mon avis, a toujours assez d'argent. Puis au fait, l'industrie pharmaceutique va mal parce que c'est surtout les Américains et les Danois qui ont repris le rythme avec Ozempic, etc. Alors, est-ce que vous pensez que c'est des théories un petit peu trop intellectuelles ou à Berne, il pourrait un jour en parler, peut-être votre expérience de concert national, sur le poids du lobby de l'industrie pharmaceutique? Mais vous savez, on n'arrête pas de parler dans les médias, en tous les cas, du poids des lobbies, du rôle des lobbies, et il y a incontestablement un rôle considérable des lobbies auprès directement de l'exécutif. Et parce que les lobbies, et D'accord. en particulier les lobbies pharmaceutiques, euh, paient beaucoup de choses aux laboratoires de recherche dans les universités, et de ce fait, en effet, consacrent des millions à des intérêts publics, hein, mais des intérêts publics qui sont quand même concentrés sur de plus petites unités que sont les laboratoires de recherche, etc. Donc ils ont un côté, euh, comment dirais-je, public positif, et puis évidemment ça permet de recouvrir toute une série de peut-être d'influences, de pression, mais je crois quand même que les politiciens sont assez intelligents pour ne pas subir de pression, mais c'est vrai que dans certains cas, vous vous dites, c'est quand même peut-être l'intérêt du pays si on peut continuer d'avoir des laboratoires dans lesquels on développe la recherche, etc. Pour en revenir au Mhm. prix, euh, il faut quand même se rendre compte que les prix en Suisse sont quand même adaptés au niveau de vie. Et que si on baisse les prix, on doit aussi baisser les salaires et tout baisser. Et je ne suis pas sûre qu'on ait forcément envie que tout baisse, et surtout que rien ne baisse avec une proportion identique, hein. Il y a toujours certains points qui baissent plus que d'autres et d'autres qui continuent de monter, etc. Donc quand on vient nous dire que les médicaments sont bien meilleurs marché en France qu'en Suisse, indépendamment de ce que vous signalez, que je ne connaissais pas du tout et qui est très intéressant évidemment, mais indépendamment de cela, disons, le niveau de vie en France est très différent. Les salaires sont très différents. En soi, si les produits pharmaceutiques coûtaient en France ce qu'ils coûtent en Suisse, je pense qu'on n'en vendrait pratiquement pas. Peut-être que les gens se contenteraient de médecine strictement, euh, j'entends, non chimique. Donc la Mhm. question des prix des médicaments me laisse assez songeuse, parce que c'est vrai que normalement, ils couvrent en partie la recherche aussi. Et que cette recherche, ben, elle est faite en Suisse, elle est aussi faite dans d'autres pays. Je ne sais pas forcément comment ça joue dans les autres pays. En revanche, c'est Oui. vrai qu'on est gêné quand, en période de pandémie, où il y a des achats énormes de vaccins, à tort ou à raison, hein, je ne pose pas cette question-là parce qu'au début, je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous avions été à la place des autorités politiques, hein. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu aussi d'énormes achats, et on a tellement dit, mais c'est merveilleux parce qu'au moins les pharma ont eu des rentrées fantastiques pendant ces 2 années de pandémie avec vaccins. Ça me gênait moralement qu'on cocoricote sur les résultats des pharma en relation avec une maladie qui a fait beaucoup de dégâts, moins par la maladie que par les effets annexes, à savoir économiques, à savoir déresponsabilisation, etc. Vous le connaissez mieux que moi. Donc, Mhm.
les prix des médicaments, au fond, ça me trouble moins que l'abus des médicaments et, et la façon, je dirais, de déconnecter. Oh, alors Tarmed, pour moi, Tarmed est une catastrophe. Déshumanisation complète de la médecine, impossibilité pour le patient de vérifier ce qui a été fait, et puis en fait, obligation pour les médecins de respecter un une dictature bureaucratique à devenir fou. Je pense que c'est un des meilleurs torts que l'on ait réussi à causer à la médecine depuis quelques années, l'introduction de Tarmed. Ouais. On peut dire qu'on en parlait en préparant l'émission, le libéralisme va toujours avec la responsabilité. Donc c'est un petit peu là l'État hyper administratif, pour reprendre des théories de Max Weber, qui en fait n'a pas confiance envers les médecins. Puis il met tellement d'administration. Mais je vous laisserai peut-être commenter ça, mais j'aimerais encore une question concrète. Pensez-vous que cette nouvelle législature au national prendra conscience de cette situation dramatique des caisses maladies et est-ce qu'elle sera jugée là-dessus dans 4 ans ou selon votre expérience, peut-être un peu très dur de prédire l'avenir? Mais voyez-vous, j'espère qu'elle ne sera pas jugée là-dessus dans 4 ans, parce que la politique est quelque chose de très complexe et de bien délicat. Et en fait, on ne devrait pas juger par rapport à un seul résultat. Il faut quand même se rendre compte de l'ensemble des efforts, de l'ensemble des sacrifices d'ailleurs que les parlementaires font en temps, quelques-uns d'ailleurs en argent parce qu'ils gagnent moins suivant les cas en étant au conseil, au Parlement qu'en exerçant leur profession. En revanche, ça fait tellement de temps qu'on est conscient du problème des primes, chaque année, puisqu'elles augmentent chaque année. Même les années où elles augmentaient peu, bon, ça avait été un tour de force, je dirais, pendant la pandémie. Peut-être, parce qu'il y avait eu tellement de distribution d'argent public. Alors, on ne sait pas très bien où il s'est concentré, cet argent public, mais il a été largement distribué, dans certains cas, à très bon escient, dans d'autres, peut-être, à moins bon escient, mais il a permis de laisser un peu de côté la question de l'augmentation des primes. Et puis maintenant, évidemment, il n'y a pas plus d'argent public pour subsidier un certain nombre d'interventions médicales ou pharmaceutiques, etc. Donc tout ça, ça fait monter les primes. Et peut-être qu'on a même pris de mauvaises habitudes pendant la période de la pandémie d'avoir un certain nombre de d'actes pharmaceutiques ou médicaux qui étaient gratuits parce que c'était la pandémie, etc., etc. La gratuité est probablement toujours une déresponsabilisation. Ça, Mhm. pour moi, c'est une conviction. Mais je reconnais aussi que dans certains cas, des personnes doivent être aidées socialement. Ne discutons pas le principe de l'aide sociale dans un certain nombre de cas. Mais je reconnais que la question des primes, elle est catastrophique parce que personne, je crois, ne comprend quoi que ce soit à la manière de les calculer. Trouvez-moi Mhm. Ouais. quelqu'un, en dehors peut-être des grands spécialistes d'une assurance ou d'une autre, qui comprend la manière dont les primes sont calculées. Alors, comme bouteille à l'encre, c'est parfait. Et Ouais, ça n'est pas bon exactement. du tout, parce que ça accroît encore une espèce d'animosité à l'égard du corps médical aussi. Parce qu'on a l'impression que certains médecins se cachent derrière le, le, le tarif Tarmed notamment pour ne pas consacrer assez de temps pour écouter peut-être une fois un patient, une patiente. Mhm. Et c'est vraiment un domaine dans lequel il y a tout à revoir, mais tout. Et c'est ça qui est Ouais. affreux. Parce que on croit qu'on réglera les choses avec le dossier numérique du patient. Mais pas du tout. Pas du tout. On ne fera qu'accroître encore ou ajouter encore un étage administratif et bureaucratique. Mais je dois aussi dire, et c'est très intéressant, que ces derniers temps, il y a eu dans la revue suisse des médecins des articles de médecins revenant sur l'importance de la relation personnelle médecin-patient, de la confiance personnelle, au fond d'une réhumanisation de la médecine. Et peut-être que Mhm. ce serait une des manières de, d'introduire un moyen de revoir la question des primes.
Mais certainement qu'il faut surtout savoir comment on les calcule, hein. Parce qu'alors ça, le jour où quelqu'un pourra comprendre comment elles se calculent, je pense que cette personne méritera en tout cas une boîte de chocolat. Oui, non, tout à fait. Puis la réflexion que je me suis faite, c'est qu'on Pardon? a quand même Excusez-moi, j'ai raté le des très début. belles universités. J'ai raté juste le début de votre question. Oui, Excusez-moi. non, je disais juste qu'en fait, on a des très belles universités. Les PFL, les PFZ. Donc on devrait avoir des bons mathématiciens. Et on se demande parfois s'il n'y a pas une volonté politique de justement, pas politique, je ne sais pas comment dire, mais de ne pas vouloir, comme vous dites, de nous expliquer, je crois qu'on parle de 80 milliards, 80 milliards, les coûts de la santé, si on parlait du PIB de 800 milliards, qu'on ait un détail exact, oui, ouais. Et puis juste pour conclure sur ce point, est-ce que vous êtes favorable à une caisse unique? Non. Non, parce que le principe de la classe unique, c'est simplement, je dirais, c'est une théologie défendue par certains milieux depuis longtemps. Et je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Le vrai Ouais. problème, c'est le calcul des primes, hein. C'est pas la caisse unique. La caisse unique, encore une fois, c'est un credo Ouais, de certains. voilà, je comprends. Maintenant, abordons un peu le monde des médias, que vous connaissez bien. Donc, les blogs du temps ont été fermés. C'était peut-être une décision logique pour un journal libéral qui parfois veut pas toujours ouvrir pour certains courants. Euh, bon, c'est vrai que moi j'avais noté dans ma question que je vous voyais plutôt parfois sur une ligne conservatrice, mais vous revendiquez ce côté libéral. Donc expliquez-nous peut-être pourquoi il y avait cette idée justement pendant la pandémie de Covid de, d'offrir une alternative. Justement, c'est plus au nom du libéralisme que du conservatisme, si Mais je vous comprends bien. si vous pardonnez, je crois qu'il faut parfaitement séparer la notion de libéralisme, qui est une notion politique, c'est une vraie philosophie politique tout à fait générale, et puis le conservatisme. Qu'est-ce qu'on appelle conservatisme? Je ne sais pas. Lorsqu'on appelle conservatisme le fait de défendre des valeurs qui sont immortelles, si j'ose dire, alors c'est pas du conservatisme, c'est ce que j'appelle du vrai progressisme. Parce qu'il faut être très progressiste et oser aller de l'avant pour défendre et réintroduire peut-être des valeurs qui ne sont plus respectées. Donc je ne sais pas ce qu'est le conservatisme. Ou alors c'est une critique qui est juste faite parce que ça permet de dire vous êtes un vieux grigou, allez, vous serez bientôt mort, tant mieux, on aura la paix. Enfin, vous voyez, c'est pas à vous que je dis cela, c'est une remarque générale par rapport à cette accusation de conservateur. Non, le vrai conservateur, il est progressiste parce qu'il défend des valeurs qu'il doit défendre pour les remettre, donc précisément pour aller de l'avant. Alors ça, c'est ma première remarque. Le libéralisme, comme je vous disais, le libéralisme, c'est une philosophie politique, mais très générale, qui englobe, au fond, tout ce qui intéresse l'être humain par rapport à lui-même et par rapport à l'ensemble dans lequel il vit, parce que c'est vrai que il respecte profondément, il a pour base, je dirais, la liberté et la responsabilité, puisque on est libre que si on n'est pas seul. Si on est tout seul sur une île, on n'est pas libre, hein. Donc si on n'est pas seul, on est responsable. On ne peut pas être libre si on n'est pas responsable et on ne peut pas être libre si on est tout seul. Et ça, c'est une philosophie libérale qui, c'est vrai, plonge ses racines dans le christianisme, incontestablement. Et je comprends, peut-être pour enchaîner sur votre question, dont je ne sais pas si j'y réponds convenablement, je comprends que le temps ait fermé ses blogs après 10 ans. Parce que c'est un travail énorme, les blogs. Alors certes, les blogueurs sont les premiers responsables de ce qui est sur leur blog. Mais le temps est aussi responsable, parce que c'est le principe de la responsabilité en cascade, si vous voulez, de la presse. Il est aussi responsable de ce qui apparaît sur les blogs. Donc il doit aussi vérifier tout ce qui apparaît sur les blogs, etc. Et pour avoir eu un blog sur le temps, et je remercie d'ailleurs le temps, et je l'ai fait de m'en avoir donné l'occasion, je vois bien le temps que j'ai dû consacrer. Il y avait des jours, je n'avais pas le temps de faire autre chose que de lire, de m'assurer qu'il n'y avait pas de choses qui risquaient de tomber pénalement ou de
d'être haineux ou de vexer trop quelqu'un, etc. Et le temps était responsable de quoi? 300 blogueurs? Mais il y a un moment où je comprends qu'il est arrêté. Au fond, il était victime de son propre succès, puisqu'il avait beaucoup de blogueurs. Et il ne pouvait pas, et ça je dois dire, je l'ai très bien compris aussi, dire ben, je diminue simplement, je réduis, disons, je sais pas, la moitié, parce que vous voyez les cris d'orfraie qu'auraient poussé ceux qui étaient éliminés. On aurait dit tout de suite injustice, enfin bref, vous avez assez d'imagination pour voir tout ce qui ça aurait provoqué comme réaction. Donc s'il voulait mettre fin à cette énorme surcharge de travail, ben, je crois qu'il n'avait qu'une solution, c'était de tout fermer. Puis maintenant, évidemment, c'est relativement facile d'ouvrir son propre blog. Ça, je n'ai pas le droit de le dire parce que si je n'avais pas eu l'aide de mon informaticien adorable, j'aurais jamais pu ouvrir un autre blog. Mais enfin, néanmoins, ce sont des possibilités qui ne sont pas trop compliquées si on recourt à la personne compétente. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il faut aussi rappeler que les blogs de Tamedia, ou appelés maintenant TX Group, comme ceux de la Tribune de Genève et 24 heures, ont aussi été fermés, je dirais, ces 18 derniers mois, qu'on enregistre en octobre 2023. Donc pour vous, c'est pas une réduction de la liberté d'expression en Suisse romande, c'est plus peut-être une charge de travail, gestion des commentaires qui est des fois extrêmement difficile, avec des messages haineux sous le coup du Alors ça, j'en pénal suis même. convaincue. Dans quelle mesure, peut-être, mais ça, je pose un point d'interrogation, est-ce que certains blogs attiraient une sorte de publicité et diminuaient l'intérêt d'une publicité pour les journaux qui les recueillir, enfin qui leur offraient l'hospitalité, ça je ne sais pas, mais on peut aussi Mhm. peut-être penser à cela. En tous les cas, je comprends parfaitement cette décision et je ne crois pas que ça porte atteinte à la liberté d'opinion puisqu'on peut ouvrir son blog. Alors bon, Mhm. les blogs du temps, le temps les mettait gratuitement à notre service. Dans la mesure où on amenait des personnes à lire quelque chose qui dépendait du temps, ben, on rendait aussi service au temps, si vous voulez. Mais je pense que ça ne correspondait pas à un vrai rendement du point de vue euh, financier Ouais. pour les journaux. Et en revanche, une grosse responsabilité. Et puis on peut, à ses propres frais, ouvrir son propre blog. Après tout, pour la liberté d'opinion, la liberté se paie quand on est responsable. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que ça va dans les deux sens, hein. Je n'ai pas pensé à ça. Ça rapporte des lecteurs, par exemple, au Temps ou à Tribune de Genève. Peut-être, Et peut-être. puis la Tribune de Genève, ouais, c'est très dur à prouver. Je suis d'accord. Pour travailler depuis 20 ans dans le monde de l'Internet, je pense que même avec des statistiques, il y a beaucoup de complexité là. On en revient un peu à la Oui. politique. Justement, moi j'aimerais vous poser une question sur les grands médias suisses. Parce que c'est quand même eux qui font la pluie et le beau temps dans le pays. Donc on va citer SSR, bien sûr avec la RTS, Tamedia ou TX Group, avec 24 heures, Tribune de Genève, 20 minutes, le matin, surtout le matin dimanche, Le Temps, Blick, des deux côtés de la Sarine, et NZZ. Moi, mon impression, c'est que, à part la NZZ, tous les médias sont plutôt sur une ligne de gauche ou libérale, mais peut-être libérale, pas forcément votre façon de voir le libéralisme. Comment vous voyez les médias et peut-être voir ce qui manquerait en Suisse romande, un média plus libéral, plus conservateur, on peut jouer sur les mots. Hein. Là, vous me posez une vraie colle. D'abord parce que je ne connais pas bien tous les médias que vous avez mentionnés, enfin tous les journaux que vous avez mentionnés, donc je serais bien incapable de savoir ou de dire intelligemment si l'un ou l'autre est peut-être plus libéral au sens ouverture du terme que l'autre. Euh, c'est vrai que ce qui me frappe le plus, c'est quand même de constater qu'il y a très peu de, de- de- d'opinions variées qui sont exprimées dans les journaux, mais au fond, les journaux devraient normalement nous apporter les faits que nous n'avons pas le temps, si on n'est pas journaliste, de découvrir, de vérifier et de publier. Or, on constate qu'il est quasiment impossible maintenant de vérifier tout ce qui
paraît sur Internet et qu'on est envahi de fake news, pour utiliser le terme anglais, puisqu'il est très à la mode et que tout le monde le comprend. Et donc, au fond, ce que j'aimerais de la presse, c'est qu'elle puisse vraiment nous donner des faits dont ils auraient été vérifiés. Après, on dira, ben, c'est autre chose, et maintenant vous avez des opinions pour les commenter. Mais les commentaires sont autre chose que les faits. Et le gros problème, c'est que maintenant, comme on ne peut pas vérifier les faits, on vous mélange quand même beaucoup les commentaires et les faits. On ne sait plus très bien ce qui est fait ou ce qui est commentaire. Et puis, par la force des choses, on est plus convaincu d'habitude par les idées qu'on a trouvées soi-même que par celles qui sont venues à l'esprit des autres, hein. Et quand les idées que les autres ont trouvées sont les mêmes que celles qu'on a trouvées, alors là, on est tout à fait convaincu parce on a une vérification du bien fondé de son opinion. Ouais. Je comprends la très grande difficulté devant laquelle se trouvent les médias actuellement et la presse d'une manière générale, à cause notamment d'Internet et de tout ce qui est numérisation, parce qu'il y a une telle avalanche de faits dont on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils ne sont pas vrais. Et la véritable utilité de la presse serait de ne publier que des faits absolument vérifiés. Ça, mon Dieu, D'accord. pour nous sauver ce temps-là, oh là là, merci, parce que sans ça, on doit vérifier soi-même. Mais ça prend un temps énorme. Et puis, enfin, personnellement, je n'aime pas aller sur Internet, je me méfie d'Internet. Pour moi, c'est un peu diabolique, hein, c'est vraiment, c'est satanique, hein, cette technologie magnifique. Alors j'admire infiniment les cerveaux qui ont été capables de trouver cela et toutes les personnes qui se débrouillent là-dedans, mais en revanche c'est un peu satanique. Mhm. On n'arrive pas à séparer ce qui est vrai de ce qui est faux, le bien du mal. C'est utilisé pour faire dans un certain nombre de cas un mal fou, si l'on en croit en ce moment tout ce qu'on apprend par rapport aux enfants. Qui sont envahis, semble-t-il, sur leur iPhone ou autre machin de ce genre, d'images représentant des horreurs. Je ne sais pas si Mhm. vous avez suivi une émission récemment à la télévision, mais il semblerait que ce soit un énorme problème pour tous les enfants qui sont malheureusement tout le temps en train d'avoir leur petit chien dans la main. Moi, j'appelle ça avoir son chien dans la main, parce qu'en fait, on n'est même pas le maître, puisque on porte son chien. On n'est plus le maître, c'est le chien qui s'impose. Ouais. C'est, c'est très, 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 très inquiétant. Mais j'aimerais que la presse, au fond, que je puisse faire confiance à la presse quand elle me donne des faits, et qu'après soient séparés de ces faits des commentaires. Et alors à ce moment-là, on Voilà. Ouais. pourrait donner des commentaires d'un éclairage, des commentaires d'un autre éclairage. Mhm. Mais vous voyez, c'est facile à dire. Non, c'est vrai, mais moi je pense aussi qu'un des gros problèmes du journalisme, c'est que c'est très dur d'être objectif. Si C'est on un nom, regarde beaucoup de c'est... rédacteurs en chef des journaux, ils viennent souvent de France. Et puis la France, parfois, c'est une culture plus athée ou peut-être plus moins fédéraliste. Puis ils infusent après dans leur rédaction peut-être des idées que je qualifierais de moins libérales ou moins conservatrices. Et de toute façon, il y a un problème aussi avec les salaires. C'est vrai que la NZZ a des journalistes plus ou moins d'une certaine prestance intellectuelle. Et puis peut-être les journaux en Suisse romande, bah, les, les gens qui sont très doués, ils vont peut-être plutôt devenir, je ne sais pas, avocats et négliger un peu la presse. Donc je pense qu'on a quand même plusieurs problèmes de représentation en fait d'une certaine droite en Suisse romande. Vous posez malheureusement une question à laquelle je suis incapable de répondre, ne connaissant pas, si vous voulez, de l'intérieur le fonctionnement d'un certain nombre de journaux. J'ai de temps en Mhm. temps l'occasion d'y mettre un article, mais sans ça, je ne sais pas, au fond, quelles sont les exigences posées pour engager un journaliste ou pas. Je considère que les journalistes qui sont envoyés dans les pays en guerre sont incroyablement courageux. Euh, et je les en remercie, mais peut-être qu'ils rapportent des faits dont le commentaire après n'est pas ce qu'ils avaient pensé.
Je ne sais pas, ce n'est pas Oui, forcément oui. eux qui font un long commentaire en fonction des faits qu'ils auront même juste donnés à la télévision quand ils passent 30 secondes. Mais Mhm. le problème de la presse, je le comprends très bien, à un moment où la publicité va être de moins en moins une publicité lisible ou visible en papier, parce que le papier est absolument écarté par tous les moyens électroniques. Ah oui, ça c'est juste. Ouais. Et Il y a puis, des études qui montrent que les moins de 30 ans n'achètent plus de journal papier. Donc, de toute façon, c'est tout électronique. Ce qui est triste, mais c'est la réalité. et puis on a commis une grave erreur, je crois, c'est d'avoir des numéros gratuits. La gratuité est une très mauvaise éducation parce qu'elle elle empêche les gens de se rendre compte que tout travail mérite salaire. Aussi le travail des Mhm. journalistes. Et puisque c'est gratuit, ça ne vaut rien. On sait bien que ce qui est gratuit ne vaut rien. Pour certaines personnes, Ouais. on se comprend. Hein. Et par conséquent, en développant les gratuits dont ils espéraient qu'ils attireraient la publicité, parce que c'était là un des buts, en se disant, puisque tout le monde va les prendre, il y aura beaucoup de publicité et ça permettra de mieux payer les journalistes, etc. Ben, en réalité, ça a déséduqué, ça a mal éduqué les gens qui considèrent que la presse doit être gratuite. Et cette considération est encouragée par toute la gratuité sur Internet, j'entends, où vous pouvez encore trouver les posts, etc. Tout ça, c'est gratuit. Et la Mhm. gratuité, encore une fois, est une mauvaise éducation. Mais évidemment, elle permet de répandre à tout vent, de souffler son pissenlit comme sur le petit Larousse. Mais Ouais. il y a là le début de la chute, à mon humble avis. Parce que du moment que c'était gratuit, on se servait très bien, mais on a pris l'habitude de la gratuité, donc on n'allait plus s'abonner à des journaux. On n'allait plus s'abonner à des journaux payants quand on pouvait trouver au fond la quintessence des nouvelles dans les journaux gratuits. Et puis en fait, ces journaux gratuits ont bientôt perdu la publicité à cause de la gratuité de tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Et puis maintenant, Oui, ils une se fois... sont fait avoir par les grandes sociétés de la Silicon Valley, Meta, Google. Et c'est vrai que rivaliser avec eux, c'est impossible. Ils ont des chiffres d'affaires 50 fois, 100, 200 fois plus haut. Donc, C'est comme moi si je rivalise avec TX Group. C'est pas possible. Donc non, mais je ils sont un comprends peu très bien. pris entre des... Mais je comprends tout à fait. Et si vous voulez, je respecte l'effort énorme qui est fait. Mais je me dis, c'est terrible, parce on est en Mhm. présence, pour l'instant, je pense, d'un phénomène d'évolution dont on ne sait pas comment le maîtriser. Oui, je suis Et puis d'accord. c'est vrai que de surcroît, alors les pouvoirs publics, ils ont droit à un zéro moins l'infini, parce qu'ils n'arrêtent pas de vous inciter à recourir à ces technologies, donc à favoriser tout ce qui pourrait être annexe par rapport à ces technologies. Si vous voulez prendre un billet de train et que vous n'avez pas d'iPhone, mais vous en êtes réduit presque à de la mendicité. Si vous, Mhm. et maintenant, tout est compliqué si vous n'acceptez pas de toute façon de passer par Internet. Et puis, alors après, les cookies qui deviennent absolument nécessaires au bon fonctionnement de Swisscom, au bon fonctionnement de la Blécherette, au bon fonctionnement des services publics. Et personne ne sait vraiment, au fond, ce qui se passe. Sauf peut-être vous, qui êtes un spécialiste de la question, mais en tous les cas, on a quand même toujours l'impression qu'on se fait rouler. C'est pour ça Ouais. que... Non, l'aspect juridique, je connais pas très bien. Et puis, je suis d'accord avec vous que on se demande même si ces nouvelles lois, elles n'ont pas été faites par Facebook et Google parce qu'eux, ils ont une armée d'avocats et puis les plus petits groupes, c'est compliqué de régater au niveau Et puis de juridique. surcroît, la J'aimerais loi, revenir un peu pour la- conclure euh, sur un peu On avait fait une interview l'année passée avec vous sur le Wokis, on va le mettre en lien en bas. Donc je vous explique ce qui se passe. Le journal et média suisse Le Peuple, qui est un petit média, explique dans un article publié par le journaliste Raphaël Pommy le 18 octobre 2023 que la Haute École de Santé Vaud recommanderait d'utiliser personne enceinte plutôt que future mère, naissance le plutôt que né ou né le, homme enceint
je me demande, vous qui avez été avocate, euh, est-ce que au lieu de perdre un petit peu du temps au niveau médiatique, est-ce que ce serait parfois pas mieux de les attaquer en justice, en tout cas si on estime que c'est destructeur pour la société? Alors, je dirais d'abord, je n'ai jamais été avocate et je ne suis pas avocate, donc je tiens beaucoup à ce D'accord. qu'on ne me donne pas un titre auquel je n'ai pas droit. Désolé. Merci, parce que ça me gêne beaucoup quand on croit que je suis avocate. Non, je ne le suis pas. En D'accord. ce qui concerne attaquer en justice, mais non, pourquoi voudriez-vous l'attaquer en justice? Personne, personne n'empêche quelqu'un de parler d'une personne enceinte au lieu d'une mère. C'est totalement absurde et c'est très dangereux, à mon avis, du point de vue de l'équilibre d'une société, mais après tout, à partir du moment où on a voté le mariage pour tous et où on a surtout introduit la possibilité de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, avec le remplacement du père par deuxième parent, et la mère reste, mais la femme mariée à une mère qui, enfin, à une femme qui réussisse à avoir un enfant, évidemment, bon, le Saint-Esprit n'intervient pas toujours, hein, il me semble qu'il est assez retenu depuis un certain Noël, enfin, non, plutôt certain 25 mars, hein, c'est le 25 mars qu'il était Mhm. intervenu. C'est pas Eh le bien, 25 en décembre. fait, c'est à ce moment-là qu'il fallait dire on n'accepte pas le terme de parent, premier parent, deuxième parent, à la place de père. On a supprimé pratiquement le terme de père dans le Code civil, sauf euh, pour dire que, ma foi, le père est celui que l'enfant a pour père le mari, hein. L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. C'est à peu près le seul endroit où on ait gardé encore le terme de père. Sans ça, on l'a supprimé à cause de cela. Et personne n'aurait... Moi, j'ai essayé de le dire, je ne sais pas combien de fois, qu'on évacuait les pères, etc. Ben, il fallait vraiment... Et là, l'Église a été nulle, hein. Alors, excusez-moi, Mhm. mais nos églises, en tout cas protestantes, mais même, j'ai pas entendu grand-chose de l'Église catholique, ont été plus que nulles. À aucun moment, elles n'ont Ouais, attiré l'attention. Elles n'ont pas donné de mot d'ordre politique, à mon avis. Jamais. Ça, la politique est d'accord. par définition quelque chose qui sépare et puis qui n'est pas la vérité absolue. Mais elle devrait rappeler quelles sont les réflexions fondamentales à faire avant certaines votations dans lesquelles on votera oui ou non en toute bonne, en tout bon Mhm. chrétien, parce que simplement on n'a peut-être pas vu une dimension ou une autre, mais c'est à l'Église de montrer une dimension. Eh ben non, elle D'accord. n'a pas un seul instant attiré l'attention sur toutes les conséquences qu'aurait cette suppression, au fond, du terme de père. Et il fallait après, il faudra, quand on aura introduit les mères porteuses, supprimer le terme de mère, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas avoir deux pères dont un des deux est une mère. Et vous ne pouvez pas avoir deux pères, D'accord. donc il faudra parent un, parent deux. Moi, je ne me vois pas du tout attaquer la stupidité, excusez-moi, qu'est-ce que D'accord. c'est, l'école, qu'est-ce que vous m'avez dit, l'école d'infirmière, donc elle est... Alors, Haute École de Santé Vaudois, Ah oui, Santé Vaud, oui, 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 HESAV, oui, oui, la haute école de mais qui santé forment les vaudois. infirmières, donc c'est quand même... Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça commence par une recommandation, puis peut-être un jour c'est une loi, mais alors je suis d'accord, tout est politique, et puis c'est pour Mais ça qu'il faut avoir des médias qui soient attentifs, des églises et qui qui accepte, parce soient qu'alors, impossible orthodoxes. d'avoir un débat, impossible d'avoir un vrai débat avant la votation sur je veux dire, le mariage pour tous, et Mhm. notamment la suppression de la notion de père, hein. Impossible. Ouais, Alors bon, il y a eu un infrarouge où il a été possible de le dire, mais c'était vraiment... Il fallait pas, ouais, n'est-ce pas? Il fallait pas parce on est tout de suite, grâce à une norme pénale sympathique, accusé de ouais. médire ou d'appeler à la haine à l'égard des groupes LGBT, etc. Je ne crois pas que ce soit Voilà. appeler à la haine que de dire un enfant est né d'une femme qui est sa mère et a dû à un moment ou un autre recevoir quelque chose d'un homme qui est son père. Mais Mhm. excusez-moi, je ne vois pas en quoi ça peut faire mal à quelqu'un. Mais aucun de nos partis politiques n'a même eu le courage de Voilà, poser ouais.
une réflexion sur le rôle de la famille classique, si j'ose dire, Oui. un père, une mère et un ou des enfants, dans la société. Et ça, je me rappelle, quand il y avait un parti libéral vaudois, nos programmes comportaient toujours un chapitre rôle de la famille. Eh ben, cherchez maintenant dans les programmes des Ouais. différents partis un chapitre Ils vont consacré. dire que ça fait fasciste maintenant, si on Pardon, ah voit oui, la Mélanie en Italie. oui, puis ça c'est le Mais grand aussi mot. ce que... C'est le grand mot. On vous Ouais, traite de fasciste. moi, Pardon. j'ai quand même l'impression que c'est... Parce que je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, puis ils sont malheureusement ou heureusement un peu plus avancés que nous, ça dépend comment on voit les choses. Mais ça devient un peu dangereux ce wokisme aussi, parce qu'il enlève en fait certaines vérités. Et on revient au sens commun, au bon sens, au monde paysan. Ce que l'UDC travaille énormément les thèmes. Et d'ailleurs, ils sont très critiqués par certains médias de gauche. Mais je sais pas, c'est une question ou c'est une affirmation que vous faites, que j'écoute Non, d'ailleurs. je voulais un petit peu avoir votre avis là-dessus. Mais Parce malheureusement, que c'est des moi, États. mon idée, c'est un petit peu que l'UDC reprend peut-être beaucoup de valeurs. Alors, je pense que c'est des gens, un parti très bien organisé, avec des spin doctors de haut niveau, qui travaillent sur les théories de Jordan Peterson, de Jung, puis qui récupèrent un peu cet esprit libéral. Puis le PLR n'est plus vraiment libéral. Parce qu'on a un problème avec le wokisme. Et puis ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque en justice, comme ils font aux États-Unis? Est-ce qu'on crée des médias conservateurs, comme moi je vais essayer de faire? Est-ce qu'on est dans le débat d'idées? Quelles sont vos solutions pour lutter contre le wokisme? Si j'en avais, cher monsieur, mais il y a déjà longtemps qu'on aurait pu évacuer le wokisme, parce que je n'aurais C'est certainement juste. pas été la seule à en avoir, et par conséquent, ce serait un mouvement à mettre enfin, qui serait déjà détruit. En réalité, ce qui me trouble, c'est que le wokisme est au fond une ignorance crasse de la nature humaine. Et Voilà. cette ignorance crasse de la nature humaine, pour moi, elle est incompréhensible, mais ça veut dire qu'on ne leur a même Mais oui. pas appris ce qu'est la nature humaine dans son ensemble, même pas à l'école, ni dans leur famille, ni nulle part. Et comment est-ce que l'on arriverait à rendre de nouveau les gens attentifs au fait que la nature humaine est complexe, que la nature humaine, comme d'ailleurs la nature en général, a aussi des, des règles de base, de fonctionnement, j'entends. C'est très rare qu'il y ait deux lionnes qui assurent la naissance d'un petit lion, même si on les a mariés, bénis et renvoyés à la maison avec un grand sourire. Enfin, j'entends, ça, c'est cette ignorance totale de la nature humaine qui me trouble le plus. Alors, vous avez Oui. raison, certains partis, et c'est aussi le cas de l'UDC, défendent, je dirais, les règles naturelles, enfin, ce qu'on voit tous les jours pratiquement, Voilà. mais, Peut-être un mais bon c'est... sens. Pardon? Un bon sens paysan. Un bon sens Mais voilà, paysan. c'est Un de bon nouveau le bon sens sens chrétien. paysan, parce que le paysan, il sait bien, mais il sait aussi que c'est vrai, il peut recourir à la PMA pour faire pour que sa vache vèle, pour que sa jument soit portante, etc. Bon, j'avais un de mes cousins paysans, vous pardonnez cette petite parenthèse, mais qui disait non, moi je veux pas priver ma vache du taureau. Par conséquent, il ne recourait pas à l'insémination artificielle. Mais bon, vous voyez, ça c'est une plaisante, mais c'était vrai, c'était ce qu'il disait. Mais comment est-ce que l'on peut au fond, ne pas condamner une attitude, mais simplement rappeler que l'homme, d'abord, tous les êtres humains sont égaux comme êtres humains, en tant qu'êtres humains, et par rapport à la seule égalité, c'est devant Dieu, hein, la seule égalité. Voilà. Alors, ça pose un problème si on estime qu'il n'y a rien au-dessus de nous. C'est vrai que ça pose un problème parce que l'égalité ne devient plus que comptable. Et par conséquent, comptablement,
Ben, un enfant, c'est bien s'il a pour l'entretenir 2 adultes. Puis peu importe que ces adultes soient des hommes, des femmes, un mélange ou pas, si vous voulez, ça a totalement le refus de la seule égalité imaginable qui est devant Dieu, mais qui, si on la respecte, implique que l'on cherche à traiter de manière égale des personnes dans la vie, par le respect, euh, par le, euh, par le salaire aussi d'ailleurs, parce que tout peut être rapporté à ce principe d'égalité de valeur de l'être humain, hein. Mais pas du tout si on laisse tomber cela. Or, c'est ça, à mon avis, la partie destructrice du wokisme, c'est son ignorance totale de ce qu'est l'être humain. Et puis évidemment, c'est une tendance générale que de dire nous, c'est nous, et puis il n'y a rien au-dessus. Puis malheureusement, il y a des Ouais. fois des gens qui admettent qu'il y a quelque chose au-dessus, mais qui justifieraient des pires exactions, parce que c'est le problème des déviances de toute. Ben, tout être humain risque de dévier. C'est la faillibilité. Ouais. C'est le péché originel, de Oui, croire tout qu'on à n'a fait. pas besoin de Dieu. C'est ça le Est-ce que vous péché originel. connaissez Karl Barth, qui a dit une phrase très intéressante? Il a dit, en fait, quand la théologie est mauvaise, il y a une mauvaise éthique. Donc il est considéré comme le plus grand théologien du XXe siècle, y compris par les catholiques. Donc c'est un théologien de l'université de Bâle, Mhm. calviniste, post-calviniste, ce qu'on appelle la néo-orthodoxie. Donc parfois j'ai un peu l'impression que peut-être un moyen pour vaincre le wokisme, c'est de revenir à de la théologie, pour justement toujours trouver cet équilibre, comme vous dites, entre aimer les gens, on est les 8-9 milliards créés par Dieu, sans avoir de la violence, mais quand même en travaillant sur cette culture helléno-grecque, enfin helléno-romaine, pardon, judéo-chrétienne, millénaire. Et ça nous pousse peut-être à une chaîne comme ça, ou à d'autres, à faire preuve de plus de pédagogie. Parce que peut-être nous, chrétiens, on n'a pas toujours la bonne communication. Et je vous remercie d'ailleurs de nous expliquer, de nous donner des pistes sur comment lutter contre le wokisme. Si vous voulez conclure là-dessus, sur un peu, voilà, Et, la porte de sortie qu'on a face à ce wokisme qui énerve beaucoup de gens, et à mon avis, c'est responsable de la victoire de l'UDC il y a quelques jours. vous voyez, vous disiez tout à l'heure, Karl Barth était plutôt calviniste, hein, aussi. Malheureusement, je n'ai pas lu Karl Barth. Je dois encore une fois plaider Mhm. coupable, ignorante de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais si je ne me trompe, c'était Paul qui disait, vous voulez être disciple de Jean, ou disciple de machin, ou disciple de choses. Non, vous êtes disciple du Christ. Donc on n'est pas Exact. calviniste, on n'est pas zwingliste, on n'est pas, Oui. etc., luthérien. D'ailleurs, je vous coupe, Calvin, il n'y a pas de tombe à Genève parce qu'il savait probablement qu'il allait devenir ce que je qualifie de Suisse le plus célèbre parce que je vis beaucoup à l'étranger, aux États-Unis, au Brésil, en Corée du Sud, en Chine. Disons, c'est Jean Calvin à cause du travail de Max Weber qui est sans aucun doute le Suisse le plus célèbre. Donc, effectivement, nous, chrétiens, on est chrétien. Et on ne peut pas se définir comme calviniste. On peut être d'une doctrine, mais je vous laisse conclure. Désolé Voilà. de vous avoir coupé. Oui, oui, mais j'entends, encore une fois, c'est très facile à dire parce qu'on est humain. Et puis, comme on disait que les partis politiques sont forts quand ils ont une tête forte, si on a l'impression que c'est Luther qui est fort ou Zwingli qui est fort, on va être plutôt de ce parti politique, je mets entre guillemets, vous voyez dans quel sens je le dis. Mhm. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'au fond, les chrétiens, mais j'en fais partie, et j'entends, je me mets pas hein, au-dessus, etc. Nous ne savons pas faire envie d'être chrétien. Comment faire pour faire envie d'être chrétien? Je vous ai écrit cela pour que votre joie soit parfaite, et pourtant Dieu sait qu'il la pilait. Et le nombre de fois où le terme de joie revient dans la bouche du Christ, dans la bouche des apôtres, etc. Et au fond, nous ne savons pas faire envie.
Évidemment que quand on voit un certain nombre de chrétiens qui portent le malheur du monde et qui ont l'impression que c'est comme ça qu'ils vont contribuer à le sauver, je me dis, mais mince, comment est-ce qu'on Ouais. va faire en vie? Mais je dis pas que j'y arrive, mais c'est Puis le vraiment une côté question. moralisateur des Verts, qui a été longtemps, nous justement, calvinistes, catholiques, on doit tous faire un mea culpa, ça paye plus. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, le christianisme, c'est de l'hypocrisie. Et puis, ils n'ont pas forcément tort, parce on est des pécheurs. Mais oui, Et c'est vrai que comment résoudre ce dilemme, qui est plus un dilemme théologique ici? mais peut-être que nous ne pouvons pas le résoudre parce que nous ne sommes pas Dieu. Et peut-être que Mhm. c'est précisément ce que nous devons admettre, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Voilà. Ça doit veut dire, enfin, pour moi, Mais on ça doit veut se dire remettre en qu'on... question. Pardon. Là, il y avait une émission sur infrarouge, peut-être ces dernières semaines, même je crois Forum, au mois d'octobre. L'Église catholique avec tous ces scandales de pédophilie. Donc moi, je me définis pas comme catholique, plutôt comme réformé ou proche des milieux évangéliques. Mais nous aussi, on doit se réformer. Et en Oui, préparant l'émission, on parlait que le génie des grands réformateurs, alors, il y en a trois dans notre, bien sûr, Luther, Calvin et Zwingli pour la Suisse, euh, toujours se réformer. oui. Et ça, peut-être vous pouvez conclure là-dessus, de donner des pistes à nous, Suisses romands. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être de meilleurs Suisses romands, au fond? On va pas seulement être de meilleurs Suisses romands, on aimerait être tout simplement meilleurs comme être humain. Et puis ça Voilà. retomberait positivement sur la communauté dans laquelle on vit. Et si on peut être contagieux, c'est formidable. Mais il faut être contagieux si on est meilleur. Si par hasard on n'y arrive pas, c'est peut-être pas juste d'être contagieux. Mais en fait, je vous avoue que j'aime tellement le mot de Calvin, incapable par nous-mêmes de faire le bien. Parce que ça donne, on a envie de le faire, mais ça donne une envie de rechercher à qui s'accrocher pour arriver, non pas à le faire toujours, mais à le faire un peu. Et au fond, que ça soit une envie joyeuse. Mais il faut admettre d'abord qu'on ne le peut pas par soi-même. Et c'est pas Mhm. triste de faire ce constat. Au contraire, Ouais. ça donne envie, parce qu'on a envie. Je pense qu'il y a très peu de gens qui se lèvent le matin en disant je vais faire le mal aujourd'hui. Je pense qu'il y a très C'est très très juste. peu de gens. C'est ce que disait Jung, je crois aussi. En tout cas, Jordan Peterson, qui forcément nous influence, le dit exactement la même chose. Ben, vous voyez, je n'ai lu aucun des deux, mais peut-être que peut-être qu'on est quelques-uns à le penser, vous aussi, d'ailleurs, ou je ne sais pas. Mais comment faire envie d'avoir envie de s'accrocher à mieux que soi, à plus haut que soi, etc. Mhm. Et Mhm. ça, je crois que c'est la grosse responsabilité des chrétiens, mais je ne sais pas du tout, mais pas du tout, comment faire. Hein. Mais peut-être qu'à Ouais. force d'y réfléchir, on pourrait trouver, je ne sais pas. Oui, il y a, je crois, l'ancien rédacteur en chef du Matin, dimanche, Monsieur Dunt, ou Duntes, je sais pas, il disait, je crois, dans le journal des réformés, Oui, qu'en fait, pour lui, la science la plus importante est la théologie. Et puis je me demande si des fois, on n'a pas un peu négligé la théologie. Parce que l'air de rien, presque toutes les universités ont été fondées par la théologie. Donc il y a peut-être des pistes, et pas choisir une doctrine, mais peut-être justement toujours se réformer, se remettre en question. puis c'est positif. Ça n'est pas du tout quelque Voilà, chose de décourageant. Au exact. contraire, je trouve que ça vous pose Ouais. vraiment. Mais ce que vous relevez à propos de la théologie est très très intéressant si on pense au fond à la, je vais mettre entre guillemets, la dégénérescence des facultés de théologie qui au fond Ouais. sont un peu des Libérales, elles sont devenues appendices libérales. maintenant. Pardon? Justement, pour ceux qui nous suivent, pourquoi Karl Barth est considéré dans le monde entier, en tout cas protestant, Mhm. comme le meilleur, le plus important, le principal théologien du XXe siècle? Parce qu'en Allemagne, avec bien sûr l'héritage de Luther, au début du XXe siècle, il y avait une théologie très libérale. Et Karl Barth, il s'est dit un jour, avec toutes les souffrances de la Première Guerre mondiale,
ça joue pas. Je dois revenir justement à Luther, à Calvin, à Zwingli. Et il est responsable de la néo-orthodoxie. Donc ça va dans votre sens, en fait, que les facultés de théologie, peut-être de Suisse romande, elles sont devenues trop libérales, pas dans la définition politique, mais sans orthodoxie. Et celles-là, je pense qu'elles se sont perdues. Et puis, le wokisme est né des grandes universités américaines qui viennent aussi du calvinisme, vu que toutes les universités américaines, Harvard, sont fondées par des pasteurs en général de tradition calviniste, qu'on appelle aussi les huguenots ou d'autres courants anglais, en fait. Mais, excusez-moi, mais je pense que ça sera toujours faux de penser qu'on a l'orthodoxie. Il faut seulement penser qu'on cherche. Et ça, c'est le côté ennuyeux peut-être de certaines formes d'église qui sont très refermées, parce qu'on a l'impression qu'elles ont trouvé. Et non, on cherche. Et mais c'est cette recherche que tout le monde fait en fin de compte, parce que à moins recherche de vérité. Dieu. Pardon. Jésus dit recherche de vérité. Jésus nous dit, je fais peut-être une paraphrase, mais la vérité nous libère. Ouais. Mais la vérité, on la recherche, mais on ne la trouve pas. On ne peut pas la trouver parce qu'on est humain. Exact. Mais ça n'est pas décourageant. C'est ça qui est fabuleux. Non. Parce qu'on peut au moins toujours chercher. C'est passionnant. Et je pense que justement, le journalisme, c'est comme la théologie. C'est pour ça que je vois beaucoup d'analogies entre les deux. C'est vrai que c'est une recherche permanente d'une vérité, mais on ne la trouve jamais. Et c'est pour ça, et ça c'est ma vision, le wokisme va vraiment dans le mauvais chemin. Parce qu'ils nous font croire, moi je suis pharmacien, j'ai étudié la biologie, il y a les chromosomes XX, XY. On ne peut pas commencer à dire qu'il y a 100 sexes différents. C'est plus la vérité, on quitte le monde du... Ce n'est pas la vérité, ce sont des faits. Et c'est là qu'il faut faire une distinction et utiliser les termes avec beaucoup de, je dirais, de précision. On ne cherche pas la vérité parce qu'on ne la retrouvera pas. On ne cherche pas, je veux dire, une vérité, on cherche la vérité qu'on ne trouvera pas parce on l'aura plus. Ça sera formidable si on arrive à comprendre après. Mais au fond, c'est toujours le risque. Si je cherche une vérité, c'est parce qu'il y en a une et que moi je peux la trouver. Si on cherche la vérité, on ne peut pas la trouver. Et j'ai toujours peur de trop de précision, si vous voulez, dans la définition de ce que l'on cherche. Parce qu'on va croire qu'on est capable de trouver. Mais en revanche, quand vous dites, et c'est quelque chose à quoi je réfléchissais l'autre jour, en me disant, au fond, on nous dit, mais il y a les lois de la nature et celles-là, on ne peut pas les discuter. C'est exact. Vous évoquiez tout à l'heure l'une d'elles. Mais ce n'est pas une loi, c'est un fait. Et les faits, on ne peut pas les discuter. On peut en tirer des conséquences, mais on ne peut pas les discuter. Et c'est vrai qu'on appelle loi naturelle ce qui devrait être appelé fait. Le fait, c'est que l'eau a une tension superficielle. Voilà, c'est un fait, c'est pas une loi. Et ça, c'est parce que je m'insurge contre la notion de droit naturel, toujours, qui est très dangereuse. Voilà, je crois que c'est aussi toutes les théories sur le common law et le droit romain. Ce sera peut-être l'objet une fois d'une autre c'est encore autre chose. Conversation. C'est encore autre chose, oui. Mais la notion de droit naturel, alors c'est quelque chose qui implique beaucoup de réflexion et de prudence. D'accord, merci beaucoup. Peut-être que l'année prochaine, on pourra parler de ce concept de droit naturel qui a l'air très intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame Sondo, d'avoir ouvert cette émission, justement, de la grande famille des réformés, avec beaucoup de tensions, effectivement, entre les évangéliques, les protestants plus libéraux, les protestants plus orthodoxes, néo-orthodoxes. Mais je crois au débat, et j'espère que ce programme vous aura intéressé. Et je vous remercie encore beaucoup. Merci à vous. Pour nous avoir fait. Et merci aux techniciens, parce que nous avons parlé, mais eux, ils ont travaillé. C'est juste, ouais. Et puis on a une belle équipe derrière, on leur remercie. Et je vous souhaite à un prochain épisode.